Comme chaque dimanche sur Radio J, notre rendez-vous avec The Fake Breaker, la chronique où on casse les fake news, mais on explique aussi les discours qui les sous-tendent. Cette semaine, avec Rafi Cohen, qu'on retrouve désormais en alternance avec Jean-François Strouf. Bonjour Rafi. Bonjour Eva. On revient aujourd'hui avec vous sur le refus arabe de créer un État palestinien. Pourtant, quand on entend crier Free Palestine, où ce slogan est reproduit et même scandé parfois avec From the River to the Sea, ce qu'on comprend ou ce qui est induit, c'est que c'est Israël qui bloque et qui interdit cette émancipation palestinienne. Oui, c'est vrai. Et savez-vous, par exemple, quels sont les 4 événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité ? Allez, j'ai les miens, mais je vais vous laisser donner les vôtres. Bon. Premièrement, c'est le moment où les singes se sont relevés dans la savane sur leurs pattes arrière afin de voir le danger arriver de loin. Ils ont alors entamé leur lente transformation vers les hominidés que nous sommes. Deuxièmement, lorsque ces hominidés ont maîtrisé le feu, ils ont changé leur régime alimentaire pour des aliments plus tendres, ce qui a permis de réduire la place assignée aux molaires, puisqu'il y avait moins besoin de mastiquer, et ce qui a eu pour conséquence de laisser plus de place au cerveau pour se développer. Ce qui a augmenté alors son intelligence, la nôtre donc. Bon. Troisièmement, à la fin de l'époque du Second Temple, lorsque, pour des raisons de trop grande collusion entre les Kohanim et l'envahisseur romain, le culte rendu au temple ne satisfaisait plus les attentes des Judéens. Une nouvelle caste prend de l'ampleur, les rabbanim. Ce sont des pharisiens et ils sont en conflit avec les sadducéens, les Kohanim, qui ne considèrent pas que la loi orale, Torah chez Béal P, celle qui commente, soit aussi importante que la loi écrite, le Tanakh, et même qu'elle n'a pas été dictée par Dieu à Moïse. Mais le groupe des sadducéens disparaît à la destruction du temple. Les rabbanim, 3 siècles après l'exil de 70, pour ne pas que se perde la loi orale, se mettent à la transcrire. Pour faire simple, cette transcription, c'est le Talmud. Bon, quatrièmement, c'est un événement qui n'a pas encore eu lieu. C'est le moment où les Palestiniens vont comprendre qu'il faut se défaire de l'obligation que la Oumma, c'est-à-dire la civilisation musulmane, leur délègue de récupérer la Palestine mandataire entière. Et pour cela, je vous renvoie au dernier bouquin de Daniel Sibony, Les non-dits d'un conflit. Daniel Sibony, que nous avons d'ailleurs reçu à Radio J il y a quelque temps, mais pourquoi dites-vous que c'est un événement marquant de l'histoire de l'humanité ? Vous n'êtes pas un peu judéo-centré ? Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, c'est l'ONU qui a adopté en 2024 plus de résolutions sur Israël que sur tous les autres pays du monde réunis. Et l'ONU nous dit qu'Israël est le responsable des malheurs du monde et que le problème palestinien est le problème majeur du monde, qui, une fois résolu, solutionnera les malheurs de l'humanité entière. Solutionnera certainement la guerre qui entraîne une famine inhumaine au Soudan, atténuera les volontés des Turcs, d'exterminer les Kurdes, réduira à néant le fantasme de la Russie de retrouver sa grandeur soviétique, rendra les Chinois plus cléments envers les Ouïghours, adoucira le regard des mollahs iraniens et des talibans afghans sur les femmes, et réduira aussi sans doute les ardeurs des typhons, des tsunamis, des tremblements de terre, etc. etc. Et vous êtes sûr que l'événement du Talmud, c'est un événement mondial marquant ? Non, vous avez raison. Pas sûr que cet événement ait influencé l'humanité entière, mais c'est un événement important dans le sens où c'est un exemple type d'une approche philosophique de l'histoire des plus salvatrices, des plus positivistes. Comprenons bien, le peuple juif était en exil, dans lequel nous sommes, nous encore. Les rabbanim savaient, avec le souvenir de l'expérience du premier exil à Babylone, qu'il y aurait un risque de perte totale d'identité si la loi orale n'était pas transcrite. Ce qui les a poussés à changer de paradigme, ce qui a donné le Talmud et qui, certainement, pour une grande part, a sauvé le judaïsme en exil. Et alors, quel est le point commun entre ces 4 événements ? Eh bien, c'est le changement, l'évolution, l'adaptation. C'est ce qui fait le principe même du judaïsme. Le commentaire, du commentaire, du commentaire. Bref, l'évolution, la révolution même. Mais évidemment, ce n'est pas l'apanage du seul judaïsme que de se remettre régulièrement en question. On pourrait même parler de révolution du Talmud. Et des révolutions culturelles ou politiques, beaucoup de cultures, beaucoup de pays y ont eu recours. En ce qui concerne la France, par exemple, il y a eu la révolution gallo-romaine, imposée certes par les Romains, là aussi, mais parfaitement intégrée à tel point que le français est plus une langue latine que gauloise. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, plus proche de nous,
le peuple portugais, qui a réussi en 1974 à renverser la junte militaire installée par Salazar par une révolution fabuleuse, presque sans effusion de sang, qu'on a Mhm. appelée la révolution des œillets. Et d'ailleurs, la population du Portugal est une des populations européennes qui soutient les efforts d'Israël contre le terrorisme international. On ne peut pas en dire autant de l'Espagne, par exemple. Mais on n'entend pas beaucoup, finalement, forcément, ceux qui sont aux côtés d'Israël. Ben oui, effectivement. Et il faut savoir que la plupart des Occidentaux comprennent les efforts énormes d'Israël, mais ils ne font pas assez de bruit, effectivement. C'est vrai, c'est dommage et que ce sont ceux qui soutiennent les terroristes qui font le plus de bruit. Autant de bruit que fait un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine. J'ai dit éléphant, mais c'est éléphant, pardon. Moi aussi. Et pourtant, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces animaux tellement intelligents, tellement sociaux. Ah, vous êtes chafouin, un LFI qui rentre dans un magasin de porcelaine, un éléphant donc. Mais allez, Rafi, revenons au sujet, les Palestiniens. Vous avez raison. Alors, on entend souvent dire que le plus grand problème des Palestiniens, c'est qu'Israël n'a jamais voulu les laisser créer les structures d'un État qui existerait déjà de facto dans les territoires palestiniens, ce qui entraîne régulièrement les guerres que l'on connaît. Alors, c'est vrai qu'à force de toujours tout refuser, l'idée d'autonomie palestinienne est devenue un débat plutôt secondaire en Israël et même au Moyen-Orient. Depuis quelques années d'ailleurs. Et jusqu'au traité de paix des accords d'Abraham en 2020, où tous les signataires ont sciemment occulté ce débat. Pour rappel, les 5 propositions de création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël ont été refusées par les Arabes en 1938 et en 1948, puis par les Palestiniens eux-mêmes en 2000, 2001 et 2007. À noter que dans l'intervalle de 1948 à 1967, la Jordanie occupe la Cisjordanie, l'Égypte occupe la bande de Gaza, mais dans ces deux territoires, l'État de Palestine n'a pas été créé pour autant, ni même réclamé ou revendiqué. Et pourquoi donc? Quelle est votre réponse à cette ambiguïté? Vous savez ce qui s'est passé pour les Juifs à la fin du 19e siècle, le 5 janvier 1895 précisément. Théodore Herzl, ce journaliste qui avait été envoyé en France par son journal viennois pour couvrir la dégradation de Dreyfus, a compris ce jour-là que les Juifs, malgré la Haskalah, l'ouverture des shtetl et des Mélas au monde moderne, et malgré la Révolution française, que les Juifs devaient radicalement changer, passer du statut d'objet, brinque-ballé au gré des fantasmes et des peurs des pays d'accueil, au statut de sujet autonome et indépendant. On peut dire qu'aujourd'hui, la Scala est devenue la norme, mais elle est protégée par l'étatisation du peuple juif sur la terre de ses ancêtres. Vous savez ce qui s'est passé en 1948 pour les Palestiniens ? Il y a une règle dans le droit islamique qui dit que le monde est divisé en 2 parties. L'une, c'est Dar al-Islam, l'autre, c'est Dar al-Harb. L'une, c'est la maison de l'islam, l'autre, c'est la maison de la guerre. Il y a bien sûr des nuances, des écoles différentes qui nuancent, mais l'une des règles, c'est qu'une terre islamisée, un jour, doit le rester jusqu'à la fin des temps. Et là aussi, il y a des nuances. Mais les plus radicaux veulent l'appliquer à la lettre. Suivez mon regard, c'est bien sûr l'avis des islamistes, depuis les frères musulmans, les djihadistes, jusqu'aux mollahs d'Iran, etc., etc. Tous ces influenceurs néfastes de la société palestinienne. Et en 1948, c'était pareil, pas de partage avec des non-musulmans. Et toute la Oumma délègue aux Palestiniens le devoir de se révolter perpétuellement et de souffrir perpétuellement pour que toute la Palestine redevienne musulmane. Bon, d'ailleurs, de plus en plus de pays musulmans reconnaissent Israël, traitent avec Israël, négocient avec Israël. Même le HTC, qui vient de prendre le pouvoir en Syrie, affirme vouloir avoir des relations normales avec Israël. Finalement, ce n'est pas d'une reconnaissance de la Palestine par les pays du monde, ni même par Israël, que les Palestiniens ont le plus besoin, mais d'abord de leur propre volonté d'accepter l'État d'Israël comme voisin et de refuser toute hypocrisie de la Oumma à ce sujet. Et après le 7 octobre et la guerre à Gaza, après la reconfiguration radicale du Moyen-Orient, quelle forme pensez-vous que pourrait prendre cette entité ? Oula, cela n'est certainement pas de mon ressort de l'imaginer, mais il faudra avoir le courage de l'inventivité, comme à l'époque du Second Temple et de la prise de pouvoir religieux par les rabbinim. Il doit y avoir un changement de paradigme qui doit s'opérer au sein de la société palestinienne, qui doit s'émanciper des influences messianistes, mortifères, et prendre exemple sur les sociétés qui évoluent. Vous savez,
Quand Rabin et Arafat sont allés recevoir le prix Nobel, pendant son discours, Rabin a dit à Arafat, comme ça, qu'il était ravi qu'il accepte enfin que les discours sont plus efficaces que la guerre et que par cette volte-face, Arafat devenait un petit peu juif lui aussi. Et pour terminer, j'aimerais bien placer cet adage que je place souvent parce qu'il fonctionne un peu partout avec tous les sujets. Vous pouvez essayer vous aussi. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Merci beaucoup Rafi Cohen. Rafi Cohen qu'on retrouve donc une semaine sur 2 pour The Fake Breaker. Bonne semaine à vous et bon début d'année. Merci, bonne année à vous aussi.